Les travaux de remise en état de notre aviso sont maintenant presque achevés. La relève en personnel est presque réalisée. Nous connaissons l'itinéraire par lequel nous devons retrouver Tahiti, ainsi que la date de notre départ. En ce qui me concerne, je dois être débarqué dans les 15 jours qui suivront notre arrivée à Papeete. Je prépare donc mon retour vers la métropole en achetant une énorme cantine métallique dans laquelle j'entasse déjà du linge superflu et quelques souvenirs des dernières escales. Il me faut aussi une tenue civile adaptée à la saison et au lieu de mon arrivée. Ici, je ne dispose plus que de tenues légères et bariolées. Certains de mes copains se sont fait faire des costumes sur mesure. C'est à mon avis le meilleur moyen de trouver ici une tenue de ville à l'européenne. En cherchant un peu dans les rues de Diego Suarez, je ne tarde pas à repérer un tailleur hindou. Une fois le seuil de sa boutique franchi, à peine ai-je eu le temps de m'exprimer, que déjà il m'exhibe ses références et son diplôme français en préalable à une négociation sur le prix de la confection. La rémunération demandée pour son labeur est correcte, mais j'ai du mal à choisir un tissu, dans la mesure où tous ceux qui me sont présentés ont un aspect brillant qui convient plus à un habit de scène qu'à une tenue qui se veut classique et discrète. Malheureusement, il ne me reste que peu de temps, alors j'opte pour un bleu foncé, strié de fils bleus plus clairs, et tout de même un peu scintillant. Enfin, je ferai avec. Mesure prise, et à compte réglé, il est convenu que je dois passer dans quelques jours pour un premier essayage. La livraison doit intervenir après un délai de 10 jours. 4 jours se sont écoulés quand je me présente à nouveau pour enfiler cet ensemble informe qui bientôt doit ressembler à un costume. C'est comme je le craignais, le tissu assemblé dévoile ses rutilances au point que, dans le miroir, j'ai l'air d'un Auguste. J'envisage de tout arrêter, mais mon attention est attirée sur le fait que je perdrai alors tout le montant de l'avance consentie. Sous la pression financière du commerçant et celle du temps qui est trop court pour lancer un autre projet, je donne mon accord à la poursuite de l'expérience. Visiblement aussi irrité que moi, le tailleur accélère un peu les ajustements. Il prend quelques repères pour retoucher manches et longueur de pantalon, puis il me libère sans prévoir de nouvelles séances d'essayage, qui selon lui seraient inutiles. Le jour prévu, je me présente à la boutique pour prendre livraison de mon habit de lumière. Il n'est pas terminé, et je pars avec seulement une promesse d'achèvement ultra rapide. Le lendemain, pressé, je retire sans essayage l'étincelant 3 pièces que je projette d'endosser plus tard. Proche du départ, j'ai été convié à fêter les fiançailles de Roger, quartier-maître à bord du Doudard de Lagrée et natif de la Grande Île. Nous sommes nombreux, très nombreux, à partager ce moment de joie pour tous, familles et amis, réunis dans la cour de l'un des établissements appartenant à ses parents. Tous discutent et rient autour d'un buffet incroyablement bien approvisionné. Il y a là de quoi satisfaire 2 fois plus de convives que ceux actuellement présents. Roger quitte définitivement le Pompon Rouge. Roger était le batteur de notre orchestre. Il envisage maintenant de s'installer avec les siens en Nouvelle-Calédonie. Le 7 mars 1968, après quelques essais, nous appareillons pour un séjour aux îles Mascareignes. Le 10 mars 1968, nous mouillons devant Saint-Pierre de la Réunion, où une relève partielle de l'équipage a lieu, puis, après quelques heures au cours desquelles il est possible de poser pied à terre, nous appareillons vers l'île Maurice. Dans quelques jours, l'île et les territoires voisins qui lui sont associés fêteront le premier jour de l'indépendance qui leur est concédée par l'Angleterre colonisatrice. Le jeune État intègre le Commonwealth, restant ainsi dans le giron de l'ex-puissance coloniale. 11 mars 1968. Le Doudard de Lagrée est pris en charge devant Port-Louis par Paul et Virginie. Non pas les héros du célèbre roman, mais par 2 des remorqueurs de rade qui ont hérité du nom des jeunes gens dont l'histoire tragique débute ici, dans cette île de France.
Pour les cérémonies de demain, le gouvernement local a convié les marines de l'Inde, représentées par un croiseur très ancien, marine des États-Unis, qui ont délégué une frégate moderne, et la France aligne ce magnifique aviso-escorteur qui est le nôtre. La marine de l'ex-nation tutrice dispose ici de 2 frégates de bonne taille. Toute cette flottille fraîchement repeinte et pavoisée pour la circonstance mouille en ligne au milieu du port, ce dernier ne disposant pas de suffisamment de place à quai. Les saluts entre bâtiments se succèdent jusqu'à notre prise de poste, puis, solidement embossés, nous retrouvons l'ambiance agitée des premières heures en escale, oubliée ces 4 derniers mois sans navigation. Postes de lavage et dessalage des extérieurs sont rapidement menés avant la mise en place de la garde d'honneur. Commencent alors les premières visites officielles, les allées et venues incessantes de personnes dont la présence à bord n'est pas toujours clairement motivée. Les hommes de quart à la coupée, saturés, ont bien du mal à contrôler tous les passages et le planton passe son temps à récupérer un peu partout des échappés. Le dégagé et enfin l'appel des permissionnaires couvrent la plage arrière de Pompons Rouge, tous avides de découvertes et d'aventures exotiques. J'en suis, bien sûr, sans mes vieux copains rapatriés, mais avec déjà quelques nouveaux embarqués. Le hasard nous conduit, en premier lieu, au cercle de la Royal Navy. Nous y buvons vite une bière sous l'œil attentif des marins de Sa Majesté, qui, pas plus que nous du reste, ne cherchent à sympathiser. Je fais ici provision de quelques cartes postales à envoyer et j'achète un exemplaire de chacun des timbres postaux disponibles dans la boutique. L'effigie de la reine figure sur bon nombre d'entre eux, alors que sur d'autres on trouve en médaillon le canard dodo, emblème de ce pays. Ce volatile endémique des Mascareignes est une espèce de gros pigeon au bec recourbé et aux ailes atrophiées. Il aurait disparu au XVIIIe siècle, victime des colons et d'autres prédateurs tels que le chien et le rat qui en appréciaient la chair. L'oiseau est devenu maintenant un symbole de l'île Maurice. Après les hangars sans intérêt de la zone portuaire et l'univers particulier de nos amis d'outre-Manche, c'est un bonheur de se retrouver au cœur de cette petite capitale aux artères rectilignes et bien entretenues. Nous y sommes les bienvenus si j'en crois les nombreuses interpellations amicales dont nous faisons l'objet. C'est d'autant plus agréable que l'on s'adresse à nous en français, langue que les Mauriciens maîtrisent parfaitement, puisqu'elle est, paraît-il, enseignée en même temps que l'anglais. Un créole proche de celui de la Réunion est aussi communément utilisé ici. Comme bon nombre d'édifices et de quartiers de cette ville, le palais du gouvernement, devant lequel nous sommes maintenant, a été construit durant l'administration française. C'est un coquet bâtiment à colonnade blanc, agrémenté de rouge et de jaune, ouvert sur une allée bordée de palmiers au tronc élancé et adossé à des reliefs peu élevés en arrière-plan. La statue de Mahé de la Bourdonnais, ancien gouverneur et grand artisan du développement de l'île, est érigée devant ce bel ensemble. Je parcours jusqu'au soir les rues de la ville à la recherche de bonnes affaires, étant donné le bas niveau des taxes appliquées ici à tous les produits importés. J'espère aussi acquérir l'un de ces magnifiques bateaux, une maquette de voilier ancien, comme celle rapportée à Lorient par un marin de l'ancien équipage. J'en découvre plusieurs, toutes plus belles les unes que les autres, mais leur grande taille et leur prix élevé finissent par me dissuader. Une soirée bien calme termine assez tôt cette première sortie. Demain, premier jour de l'existence du nouvel État, je participe à une excursion à la découverte des sites de l'île. L'indépendance ne semble pas faire que des heureux ici. En arrivant, nous avons croisé un paquebot qui, comme bien d'autres l'ayant précédé, emportait des migrants en crise de confiance vers d'autres pays du Commonwealth. Des manifestations d'opposants se sont produites récemment en divers endroits du territoire et aujourd'hui encore à Port-Louis. La population cosmopolite de Maurice est maintenant majoritairement composée d'hindous. Il reste bien sûr des Européens, une communauté asiatique et des Africains descendants d'esclaves recrutés sur la côte est africaine ou à Madagascar.
Que va devenir ce pays multiracial sans ressources naturelles, sinon celles procurées par l'agriculture? En début de matinée de ce 12 mars 1968, nous traversons dans notre car les rues calmes de la capitale, où l'on peut observer quelques groupes de personnes stationnant sur les trottoirs et des policiers positionnés, sans doute pour maintenir l'ordre. Il y a aussi des militaires anglais dans une sorte de jeep qui patrouillent au cœur de la ville. Nous quittons bientôt Port-Louis, ses faubourgs, ses maisons colorées, et ce sont maintenant des champs de canne à sucre qui défilent devant de lointaines montagnes, formant une chaîne basse, moins majestueuse que les reliefs déchiquetés de Tahiti ou de la Réunion. Nous roulons depuis un moment dans ce décor, dans cette plaine presque entièrement cultivée, traversant quelques villages au nom français, puis, avant d'entrer dans Curpipe, notre chauffeur effectue un arrêt photo. Dans la cuvette en contrebas se trouve la petite ville, résidence de nombreux francophones qui ne seraient pas majoritairement favorables au nouveau statut de l'île. Notre attention est attirée sur une réplique de notre tour Eiffel, visible depuis notre observatoire. Nous traversons maintenant la pimpante petite cité à destination du jardin botanique Pamplemousse. Les bâtiments administratifs et d'autres arborent les couleurs du nouvel État, mais dans certains cas, elles ont été mises en berne, une forme de l'expression de la crainte et de mécontentement des habitants. Construit par les Français à l'emplacement de l'ancienne propriété du gouverneur, le jardin Pamplemousse réunit sur plus de 20 hectares un très grand nombre de palmiers, de bois précieux, de plantes diverses et surtout d'arbres à épices importés par les botanistes du roi pour contrer le monopole exercé sur ce commerce par les Hollandais. Ce parc est splendide et mérite plus qu'une visite au pas de course, comme nous l'impose notre horaire. Je m'attarde, entre autres endroits, auprès de cet immense bassin couvert de nénuphars amazoniens aux allures de tourtière. Notre guide nous explique qu'il est infesté d'une variété de poissons de petite taille, très voraces. Il illustre son explication en jetant près de la berge une grenouille qui ne tarde pas à disparaître au milieu des nageoires agitées et du bouillonnement qui s'ensuit. Pour la photo, deux de nos maîtres d'hôtel traversent en radeau de bambou une partie du plan d'eau, ce qui n'est pas sans rappeler la descente de Féréine à la Jamaïque. Ici aussi, nous sommes remarquablement accueillis par une population qui cherche ostensiblement le contact. J'ai eu une longue conversation avec les membres d'une famille d'origine indienne venus jouer de la musique classique au milieu de cette merveilleuse nature. De l'ancêtre au plus jeune, tous maîtrisent au moins un instrument et tous parlent français. Deux d'entre eux me demandent de les réunir sur une photo. « Pour que je me souvienne, disent-ils. Il est temps de poursuivre notre périple. Une halte est prévue en ville afin de nous permettre de réaliser quelques achats. » Nous reprenons maintenant la direction de la côte, traversant à nouveau ces interminables champs de canne qui couvrent le plateau central de l'île. Un dernier arrêt nous laisse devant un océan parfaitement bleu, bordé d'immenses plages de sable clair que l'écume bouillonnante des vagues envahit régulièrement. Les hauts fonds cassent et déroulent d'énormes masses liquides sur des centaines de mètres. Arrachés par le vent, leurs crêtes se pulvérisent en un bouillonnement compact, éblouissant sous le soleil de l'après-midi. Dans cet endroit sauvage et peu fréquenté, quelques infrastructures touristiques se développent. Un début sans doute, car il y a là de quoi faire. Pour nous, il est temps de rentrer à Port-Louis, où pour ne rien perdre de cette escale, je finirai en ville la soirée. Le 13 mars 1968, nous quittons l'île Maurice. Le 16 mars 1968, après une traversée sans histoire, nous retrouvons Diego Suarez pour une courte et ultime escale. J'en profite pour tenter d'imposer à mon tailleur amateur des retouches sur cet horrible costume 3 pièces confectionné à la va-vite il y a une quinzaine de jours. Il m'est impossible de fermer le gilet tellement il est étroit. Il manque 2 à 3 centimètres au pantalon pour faire disparaître les chaussettes, et la veste me serre au niveau des épaules.
Je finis par y renoncer, faute de temps, conscient aussi qu'il est difficile d'effectuer des retouches en élargissement sur un vêtement taillé trop juste. Je fais aussi mes adieux à la ville, aux collègues des autres unités, vaguemestres principalement, rencontrés une dernière fois au foyer ou devant un verre près de la poste. Au final, j'ai passé aussi de mauvais moments ici. La maladie m'a fragilisé, aujourd'hui encore je souffre de fortes diarrhées malgré mes efforts pour écarter toute source de contamination. Par ailleurs, mes gencives sont congestionnées, elles ont une couleur bleu-violet, elles sont douloureuses et sanguinolentes. Tout ceci, peut-être, du moins je le suppose, est la conséquence d'une carence alimentaire, un manque de crudité peut-être. Le 20 mars 1968, nous appareillons enfin vers mon île préférée que nous n'atteindrons qu'à la mi-mai après une série d'escales prometteuses. Le 24 mars 1968, nous rencontrons en mer l'aviso-escorteur commandant Bory. Le 25 mars 1968, nous franchissons l'équateur dans le sens sud-nord. Ce nouveau passage est fêté dans la tradition marine, bien que nous n'ayons plus aucun néophyte à bord. Les gens de la relève ont tous franchi la ligne pour rallier Madagascar ou la Réunion. Je profite de mon statut de chevalier pour fixer sur la pellicule les scènes qu'il m'a été impossible de saisir lors de mon baptême, il y a déjà plus de 2 ans. Le 28 mars 1968, nous sommes amarrés à Cochin, un ancien comptoir portugais devenu à la suite hollandais et enfin anglais. Notre poste est situé sur une île qui fait face à Ernakulam, la partie continentale de l'agglomération. Cochin est une ville importante dans cet état du Kerala, l'un des plus riches de la Fédération indienne. J'ai visité son quartier historique qui ne me laissera pas un grand souvenir. J'ai dû manquer l'essentiel comme bien d'autres qui ont fait le déplacement. Certains sont allés explorer une réserve animalière à quelques centaines de kilomètres au nord de la cité. Ils y ont rencontré quelques éléphants trop éloignés de leurs appareils photo pour fixer l'événement. Il semblerait que, là aussi, la promenade ait été décevante. Plus enthousiastes étaient nos éternels pistards rescapés de l'ancien équipage, qui se sont trouvés un établissement luxueux, à leur dire, et tellement bon marché qu'ils y ont élu domicile jusqu'à la fermeture. À vérifier. À la cafétéria se sont installées des religieuses qui, recommandées par le consulat, sont autorisées à vendre, dans un but humanitaire, de magnifiques ensembles brodés. Services de table, parures de lit, vêtements et autres objets, tous richement ajourés et décorés, s'étalent sur les tables. Certains de ces objets ont nécessité des années d'un travail manuel d'une grande précision. C'est beau, mais je suis l'un des rares à les apprécier. Les marins que nous sommes ne font pas dans la dentelle, et bien que justifier les prix élevés bloque toute transaction, pauvres missionnaires, ce n'est pas l'endroit rêvé pour ce commerce. Aujourd'hui, avec 4 de mes nouveaux copains, nous traversons, à l'aide d'une embarcation aussi vieille que surchargée, le bras de mer qui nous sépare du continent. Il règne à Ernakulam une activité curieuse, très exotique. On s'y déplace beaucoup à pied, mais aussi en pousse. On tente d'éviter les voitures brinque-ballantes qui se feraient un passage en jouant abusivement du klaxon. On contourne des vaches qui circulent ici en toute liberté, quand elles ne ruminent pas, bien installées au beau milieu de la chaussée. Ces indolentes bestioles à bosses proches cousines des ébus malgaches garnissent le sol de leur bouse sans que personne ne s'en offusque. Pire, sur le marché tout proche, elles se servent en légumes, détruisant sans vergogne les étals. La ville en elle-même ne présente que peu d'intérêt. C'est un classique des pays sous-développés, alors après avoir ingurgité sans plaisir une bière tiède et sans alcool, nous décidons, en ce milieu d'après-midi, de nous replier vers cet endroit dont on nous a tant vanté les charmes la veille. Nous trouvons sans peine cet Éden qui en fait est un hôtel de classe internationale. Effectivement, il y a tout ce que l'on peut souhaiter ici, seulement voilà. Avec notre maigre allocation en roupies, 66 centimes de nouveaux francs l'unité, il n'y a pas de quoi mener la grande vie ici. Pourtant, la salle du bar est pleine de marins, dont des officiers,
qui sirotent tous des boissons coûteuses. Champagne et whisky garnissent les tables, au pied de la piste où sont présentées des animations. Le secret, eh bien le voilà. Le bureau de change de l'hôtel prend l'argent CFP, c'est-à-dire l'argent pacifique, l'argent de Tahiti, il le prend pour des nouveaux francs français. À notre départ de Madagascar, c'est la devise, le franc CFP, avec laquelle notre solde a été réglé. En résumé, pour les 55 nouveaux francs que vaut un billet de 1000 francs CFP, nous obtenons en roupies indiennes la contre-valeur de 1000 nouveaux francs, soit, malgré une commission élevée, près de 18 fois la valeur des cours. Le matin de ce dernier jour aux Indes, je suis au poste d'admiration, c'est-à-dire accoudé sur les filières face au quai, quand les premiers signes de la tourmente se dessinent. Une voiture arrive en trombe, se gare tout près de la coupée. Le consul en sort, suivi d'autres personnes natives du pays. À sa demande, le diplomate est conduit chez le commandant. L'arnaque au change de ces derniers jours est découverte. Nous l'apprenons par la diffusion générale, et en plus de la leçon de morale qui s'ensuit, chacun est sommé de rembourser sa part sous peine de sanction. Les modalités de recouvrement nous sont expliquées, mais devant le peu de résultats obtenus et dans l'impossibilité d'identifier les fraudeurs, une autre méthode est étudiée. Après l'appareillage, nous devons déposer anonymement dans les boîtes à lettres du bord le montant des sommes indûment perçues. La diplomatie locale comblera si nécessaire la différence. Ainsi est réglée une affaire d'escroquerie, engageant de grosses sommes d'argent, même des officiers sont impliqués. Cette escale d'un attrait moyen laissera, j'en suis certain, un souvenir particulier à chacun d'entre nous. Voilà un peu plus de 3 jours que nous avons quitté les côtes du sous-continent indien, ainsi que celles de Ceylan. Enfin, nous avons traversé le golfe du Bengale pour découvrir, ce matin du 3 avril 1968, les rivages bas du Pakistan oriental, province séparée de la mère patrie par quelques milliers de kilomètres. Chittagong est le plus grand port de cette partie du pays. De nombreux bateaux mouillent au sud d'un gigantesque delta, dans l'attente d'une place à quai ou de l'arrivée d'une barge pour décharger leur cargaison. La ville borde une longue plage à l'ouest et elle est traversée au sud par une rivière dans laquelle nous nous engageons pour rejoindre notre poste d'amarrage. Une fois sur place et les traditionnelles dispositions d'escale étant réalisées, je me présente sur les rangs des permissionnaires. À terre, après plusieurs heures de marche, je ne suis pas parvenu à trouver un endroit qui puisse susciter un quelconque intérêt. Partout ici, la misère s'affiche. Je suis continuellement tracassé par de jeunes mendiants parfois agressifs. Les plus âgés, maigres, en guenilles, assis sur une natte, se contentent de tendre la main. Des vieillards décharnés sont allongés à même le sol. Ils semblent dans l'impossibilité physique de demander une aide. Sur la plage, au milieu des rares baigneurs qui sont principalement des enfants, un de ces indigents gît sur le flanc, recroquevillé en chien de fusil. Son incroyable maigreur n'a d'égal que celle observée sur les photos des camps de concentration nazis. Je suis décontenancé. Une image, ça parle bien sûr, c'est parfois fort, mais cette réalité, à quelques pas de moi, sous mes yeux, c'est autrement déstabilisant. Je pense que je me suis égaré dans un de ces endroits déconseillés par nos feuilles de service éditées avant chaque escale. Il devient urgent pour moi de demander mon chemin. Je cherche un magasin digne de ce nom pour y faire quelques emplettes. Je suis gentiment dirigé par un passant vers un, je cite, Big Market, un peu plus loin d'après lui, et en fin de compte beaucoup plus loin, et toujours en cheminant dans des rues sales, grouillantes, tristes, malodorantes et laides. Je reste moins d'une demi-heure dans ce grand marché, aux étals et aux allées quasiment vides, où je n'ai pas pu dénicher même une carte postale. Très tôt je regagne cet îlot de bien-être qu'est mon bateau, et après une douche purificatrice, je rejoins les pêcheurs de la plage arrière, car j'ai remarqué, en rentrant, qu'ils semblaient bien s'amuser.
La rivière abrite de quoi satisfaire les adeptes du bouchon rouge, mais l'attrait pour cette paisible activité nautique trouve ici une variante aérienne plutôt inattendue. À chaque lancer de ligne, des nuées de mouettes, elles aussi affamées, se ruent sur les appâts qui garnissent les hameçons. Bon nombre d'entre elles parviennent à gober en vol la friandise, et c'est ainsi que, ferrées au bout du fil de nylon, elles sont astreintes à des vols circulaires. Leur infortune ne s'arrête pas là, elles sont ensuite halées à bord, puis immobilisées, le temps de parer leurs ailes de cocarde tricolore. La peinture encore dégoulinante, les pauvres bêtes sont relâchées, sous les rires des inventeurs de cette sinistre distraction. Dans l'espoir de passer une meilleure journée, je me suis inscrit pour l'excursion qui doit, demain, nous conduire loin de la côte, dans une région plus accidentée et, paraît-il, plus pittoresque. Nous allons beaucoup rouler avant d'atteindre les modestes collines pelées qui se dessinent à l'horizon. Plus avant, le paysage attendu se façonne. La végétation devient abondante et les reliefs, avec l'aide du soleil, procurent enfin un joli coup d'œil. Le terme de ce voyage est une bourgade typique de la région où l'artisanat s'est développé, constituant un bon moyen d'existence pour ses habitants. Rien de commun ici avec la vision attristante des rues de Chittagong. Les gens rencontrés semblent sinon heureux, du moins en bonne santé. Nous sommes aussi très souvent interpellés, non pas pour faire la charité, mais pour acheter. Les boutiques sont nombreuses, les articles, parfois grossièrement façonnés, sont peu coûteux. Il y a aussi de très belles choses, si l'on est prêt à débourser quelques roupies de plus. Je suis tenté par des objets en bois sculpté, mais ma cantine, déjà bien pleine, n'accepte plus que du facile à caser. Je fais donc l'acquisition d'estampes en paille de riz, qui reproduisent des scènes de la vie rurale, comme celles que j'ai pu observer en venant ici. Mes tableaux déroulants ont sans doute une origine birmane, mais qu'importe. Ils me plaisent et ils sont peu encombrants.